Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce matin à nous avoir rejoints et je vous en remercie. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes. Donc, la Gazette des communes, comme vous le savez sans doute, c'est un magazine, bien évidemment, mais ce sont aussi des formations en inter, en intra, en classe virtuelle et en e-learning sur un certain nombre de thématiques touchantes au management public, aux ressources humaines, à tout ce qui est administration générale et juridique, action sociale. Et puis, depuis 2 ans maintenant, une nouveauté, une plateforme pour la formation des élus locaux qui s'appelle eluacademy.fr et qui est un organisme agréé pour la formation des élus, une plateforme e-learning qui permet aux élus de se former 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc adapté à leur rythme de vie, et un accès illimité à tous les contenus disponibles. Il y a plus de 32 heures de formation, voire une quarantaine maintenant. Et voilà, un socle de formation sur les fondamentaux, des formations par spécialité et une validation systématique des compétences acquises. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter, regarder une démonstration et nous contacter si vous êtes intéressé. Donc, ce matin, nous sommes en présence d'une très belle table ronde avec donc Gwenaël Leblond-Mascla, qui est le directeur général adjoint de Brest Métropole. Bienvenue. Marie-Christine Bonjour. Stekel-Assoer, qui est maître de conférence en droit public, mais qui est également responsable de la commission aménagement du territoire et mobilité du GRAL, qui est le groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, et qui est également une élue communale et communautaire. Bonjour à Nous tous. avons également Gilles Desmoulins, qui est directeur adjoint de Sciences Po Rennes et qui est maître de conférence en droit public. Et puis, nous ne le verrons pas malheureusement à l'écran, un petit problème de webcam, mais nous sommes en compagnie de Clément Lebras-Thomas, qui est administrateur territorial, membre du bureau national de l'AATF. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc l'Association des administrateurs territoriaux de France. Donc, Bonjour à lorsque nous tous. avons programmé ce webinaire, nous ne savions pas encore que la loi serait votée à date. Mais voilà, finalement, nous tombons à pic et nous allons pouvoir décrypter avec nos intervenants les conséquences les plus prégnantes pour les collectivités. N'hésitez pas à utiliser le petit module de chat, le petit module questions qui est sur votre écran et je les relayerai en fin d'intervention. Voilà, je laisse la parole à nos experts et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Il me revient le rôle d'animer ce webinaire qu'on a prévu plutôt comme une table ronde de discussion, de débat. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur la loi 3DS, mais plutôt d'essayer de situer quels sont les éléments du débat, à la fois au regard du contenu, du texte de loi. Laurence le disait à l'instant, quand on a préparé ce webinaire, la question qui se posait, c'était encore celle de savoir si cette loi serait adoptée ou pas dans les délais. Et donc, c'est aussi partant de là qu'on a choisi le titre de cette table ronde, titre sur lequel on reviendra tout à l'heure, loi 3DS, dernier round technique du mandat de la législature, ou bien jalon vers une nouvelle étape de la décentralisation. C'est la question, j'allais dire, subliminale qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Peut-être, avant d'ouvrir la table ronde, néanmoins, faire quelques éléments de rappel sur ce texte et sur son contenu. Alors, loin de moi l'idée d'être exhaustif dans cette approche, mais peut-être plutôt de donner quelles sont les lignes de force de ce texte et les quelques grands éléments d'appui de manière à ce que ensuite on puisse cadrer, approfondir, développer au cours du débat. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que ce texte, et même s'il est relativement récent, puisqu'il a été déposé officiellement au Parlement le 12 mai 2021, c'est un peu le serpent de mer de la législature en matière de décentralisation. Un texte qui a changé de nom. Vous savez que le nom d'origine était loi 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification. Et puis, finalement, on a fini de décomplexifier la décomplexification en choisissant 3DS et en remplaçant décomplexification par simplification de l'action publique locale, qui veut sans doute bien dire ce que ça veut dire. Le texte a subi pas mal de modifications au cours de son chemin parlementaire, de l'aller-retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dans le cadre
de désaccords profonds entre les sénateurs et les députés sur la manière d'aborder ce texte. Et finalement, on a réussi à parvenir dans les tout derniers jours, toute fin du mois de janvier, à un texte de commission mixte paritaire mettant d'accord tout le monde et permettant en quelque sorte de sauver le soldat 3DS dans la dernière ligne droite de cette législature, juste avant finalement la campagne électorale qui s'annonce. Alors, un examen de la loi adoptée les 8 et 9 février, mais presque le dernier texte de la législature, après d'autres lois, elles aussi à la fois techniques et politiques, qui ont contribué à constituer le socle de ce qu'a été la vision de cette législature en matière de décentralisation, de démocratie locale. Citons les lois engagement et continuité, loi mobilité, loi AGEC, loi ZAP, loi organique sur l'expérimentation, loi climat et résilience, qui forment en quelque sorte le paysage dans lequel s'inscrit notre approche. Néanmoins, si on essaye de remonter à la substantifique moelle, c'est dans la Conférence nationale des territoires, 2017, que trouve son origine ce texte, avec cette idée qui avait été apportée par le président de la République d'un grand pacte girondin, pacte girondin qui devait allier égalité sur le territoire, mais aussi égalité des chances et différenciation sur le territoire, l'égalité qui crée de l'uniformité n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire, avait à l'époque dit Emmanuel Macron. Alors concrètement, 5 axes pour présenter cette loi. Assez basiquement, on aurait eu tout un tas d'axes possibles pour la présenter. J'ai choisi de retenir ici les 5 axes qui sont dans le document publié par le Sénat en sortie de commission mixte paritaire pour identifier quels étaient les apports de la loi aux collectivités locales. Premier axe, différencier les politiques locales pour les adapter aux réalités territoriales. On va, Laurence, rentrer dans le détail peut-être d'emblée sur cet axe-là, sur la slide suivante. Ce premier axe, finalement, apporte 2 éléments nouveaux. Le premier élément qui fait le lien entre différenciation et pouvoir réglementaire local, c'est l'affirmation de principes forts dans le Code général des collectivités territoriales. Premier principe, à l'article L 11.11.3.1 du CGCT recodifié, dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités locales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situation dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Et on a là tout un tas d'éléments, à la fois doctrinaux, Marie-Christine, Gilles, vous nous aiderez tout à l'heure à les décrypter, mais aussi finalement qui viennent s'inscrire dans cette lente évolution de l'action publique territoriale, du rapport entre l'État et les collectivités. Et Clément Lebras-Thomas nous dira tout à l'heure que l'un des reproches qui a été fait à la gestion de crise, notamment dans le rapport publié par la ATF, le retour d'expérience de la ATF sur la gestion de crise, c'est cette difficulté de l'État central à venir apporter de la différenciation sur le territoire. Et puis, au titre de ces grands principes, le texte réaffirme aussi l'existence d'un pouvoir réglementaire local, qui existe de fait déjà, mais qui vient inscrire un rappel du fait que quand il y a un texte de loi, c'est sans doute, en tout cas c'est l'esprit que le législateur a voulu y donner, on y reviendra avec Marie-Christine, c'est sans doute plutôt au pouvoir local de se saisir de la mise en œuvre, et peut-être est-ce que le principe de subsidiarité pourrait jouer à plein dans une démocratie qui se veut certes unitaire, mais également décentralisée. Et puis, deuxième grande évolution au titre de cette différenciation des politiques locales, si on peut juste revenir, Laurence, sur la slide juste avant, c'est un assouplissement, j'allais dire, technique de l'intercommunalité autour de la répartition des compétences, un transfert de la compétence facultative, à la carte, intérêt communautaire qui peut être affirmé désormais sur la voirie, sur les cimetières, restitution possible de la compétence tourisme aux communes, et puis délégation possible de compétences de l'EPCI vers le département et la région. Finalement, des éléments qui vont venir permettre de dessiner à la carte
une intercommunalité dans les limites de ce qu'offre la loi. Deuxième grand axe, accentuer la décentralisation pour donner toute son ampleur au principe de subsidiarité. Alors, là-dessus, la grande nouveauté de la loi, c'est en quelque sorte une espèce de fin de la loi SRU, ou en tout cas d'assouplissement de la loi SRU. Il y avait déjà une toute première remarque tout à l'heure dans le chat, on y reviendra, sur la suppression de la date butoir à 2025 pour l'application de la loi SRU. Donc, on voit que le cadre est très largement assoupli, les sanctions sont aussi limitées, et donc vont pouvoir s'organiser des contrats de mixité sociale sur 9 ans, où on va renvoyer à la discussion locale la possibilité de mettre en œuvre ces objectifs fixés auparavant par la loi SRU. Renforcement également des prérogatives du maire dans le cadre de l'implantation d'éoliennes, sans doute un sujet qui anime un certain nombre de vos discussions dans les territoires actuellement. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et puis des mesures techniques sur l'urbanisme, les transports, l'aménagement, le social, l'économie, avec une autorité fonctionnelle des départements et des régions sur les gestionnaires d'établissements secondaires. On voit là que tout en essayant de faire avancer le débat sur la décentralisation, le législateur n'ose pas aller beaucoup plus loin dans ce que pourrait être une évolution un peu radicale de la décentralisation en matière éducative ou en matière de politique de santé, puisque c'est les deux grands champs qui ont été interpellés par la crise sanitaire. Troisième axe, le renforcement de l'État territorial. On a dit décentralisation, mais aussi déconcentration, renforcement du rôle du préfet dans l'attribution de la dotation d'investissement, la DSIL. Le préfet qui devient délégué territorial de l'Office français de la biodiversité, une garantie de l'information donnée aux collectivités locales en cas de fermeture de services publics territoriaux, et puis sans doute la mesure la plus marquante, l'expérimentation de la recentralisation du RSA, qui était une mesure très attendue de la part d'un certain nombre de départements. Quatrième axe, simplifier les normes enserrant l'action publique sur le terrain, une clarification du conflit d'intérêt public-public, alors mesure très sollicitée de la part des élus, pour clarifier concrètement quel est le rôle d'un élu quand il siège dans son assemblée délibérante, mais que par ailleurs, il représente la collectivité dans tout un tas d'organismes. On voit là que la DGCL a tenu compte, pour partie, des remarques apportées par les associations d'élus, sans aller très très loin dans cette approche et sans remettre finalement sur l'ouvrage la vraie question, qui est celle de la déontologie et de respect du rôle de l'élu quand il intervient dans ses fonctions électives, y compris quand il siège auprès d'une SEM, auprès d'une SPL ou d'un autre organisme privé. Renforcement du contrôle des risques financiers sur les EPL, allègement des conditions de déclaration à la haute autorité, de manière très marginale, néanmoins, mesures encourageant la coopération transfrontalière, et puis quelques mesures en matière de pouvoir de police administrative et de sécurisation du droit funéraire. Et puis le dernier axe, sur lequel on ne rentrera pas dans le détail, c'est quelques mesures appliquant l'ensemble de ces éléments au territoire ultramarin, dont on voit bien que s'il est pris en compte par ce texte, il est pris en compte de manière néanmoins relativement modeste, à peut-être une exception, qui est la mise en place du statut de Clipperton, mais qui est peut-être pas quelque chose de complètement révolutionnaire dans le droit français. Voilà de manière très rapide et peut-être aussi un peu provocatrice ce qu'on peut dire de ce texte de loi. Du coup, la première question que je voudrais vous soumettre, Marie-Christine, Gilles, Clément, c'est pour vous, parmi toutes ces mesures, s'il y en avait une qui vous semblait à retenir, laquelle vous semblerait la plus marquante? Qui est-ce qui veut se saisir de cette première question? Je veux bien commencer si Gilles me laisse m'exprimer. Alors, pour la juriste et l'élu local, au titre desquels j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui devant vous, la réponse s'avère identique. Il s'agit bien sûr de la différenciation territoriale, car en plus de sa consécration législative, sa concrétisation devient en effet vraiment réaliste. La loi 3DS offre une boîte à outils bien fournie au profit de toutes les catégories de collectivités territoriales et aussi des intercommunalités. Ce sujet sera détaillé tout à l'heure. Et pour terminer, puisque c'est tout de même assez rare, pour les usagers des services publics que nous sommes tous, il me semble opportun de citer aussi la simplification future des démarches administratives,
grâce à la généralisation du principe dites-le-nous une fois et le partage consécutif d'ailleurs étant attendu des données entre l'État, les collectivités territoriales mais aussi la sphère sociale améliorera la réactivité et l'efficacité de l'action publique. La suite. Merci Marie-Christine. Gilles, on te laisse peut-être compléter sur ces propos peut-être un peu provocateurs d'ailleurs de Marie-Christine. La suite sur les mesures, c'est difficile de faire une classification de ces mesures. Moi, je retiendrai en priorité, enfin, sur parmi toutes les mesures les plus citées, la souplesse sur les compétences. Après, on pourra revenir sur l'application concrète de ce dispositif. J'ai retenu une disposition qui n'est pas souvent citée dans les résumés de la loi 3DS. Ce sont les nouvelles missions qui sont confiées aux chambres régionales des comptes dans le cadre de missions d'évaluation, alors soit a posteriori, évaluation des chambres régionales des comptes, avec une saisine. Alors là, je regrette qu'elle soit trop réduite, puisque c'est une saisine par président du conseil régional, conseil départemental et intercommunalité à fiscalité propre. C'est vraiment étrange d'éliminer les communes, y compris les communes plus modestes qui, effectivement, ont besoin aussi de cette évaluation. Et aussi une autre idée qui intervient, plus une action toujours pour les chambres régionales des comptes, de conseil, d'expertise, lorsqu'il y a des investissements exceptionnels. Reste à définir ce qu'est un investissement exceptionnel. Là aussi, c'est très intéressant. On peut regretter que ce conseil qui peut être apporté à des grandes collectivités qui ont les moyens d'expertise, qui ont les capacités, et cette expertise ne peut pas être apportée à des communes, des collectivités qui sont des communes peut-être plus modestes, des intercommunalités peut-être plus modestes, mais pourtant, ces investissements auraient un impact assez important sur leur budget. Alors, je trouve que c'est une piste intéressante. Moi, je la privilégie depuis plusieurs années et ce n'est pas fait, c'est un début, c'est une amorce. Et je trouve que c'est un point qui est intéressant. Clément, toi qui as été le coordinateur des propositions de l'AATF sur le projet de loi 3DS, est-ce que tu y retrouves ton compte par rapport aux propositions qui avaient pu être faites et par rapport à l'ambition de cette loi? Et est-ce qu'il y a dans ce cadre des choses relativement marquantes qui ont attiré ton attention? Alors, merci Gwenaëlle. Tout d'abord, encore désolé pour l'absence de caméra. Alors, pour te répondre, un bon tiers des mesures qu'on avait imaginées, nous, dans nos contributions est reprise aujourd'hui dans la loi 3DS. Donc, il y a des vraies avancées intéressantes et je pense que c'est une loi qui s'est voulue assez opérationnelle et qui sort peut-être des lois un peu proclamatoires. On peut avoir des fois des grandes intentions. Elle peut être un peu loi balai, mais du coup, c'est pas évident de trouver quelque chose de particulièrement spectaculaire, d'autant que c'est une loi qui arrive après de nombreuses lois, Élan, la LOM, la loi climat résilience avec le zéro artificialisation nette ou encore la loi organique relative aux expérimentations. Donc c'est vrai que cette loi est plutôt technique et peut-être ce qui peut être le plus intéressant, c'est ce qu'elle ne fait pas et c'est ce qu'on avait souhaité, je pense, beaucoup de territoriaux d'élus, c'est-à-dire éviter un nouveau redécoupage territorial puisque une grande partie des réformes territoriales se sont faites par redécoupage et fusion ces dernières années. Donc ça, c'était intéressant, cette pause. Et peut-être, si je peux noter une ou deux mesures, si tu me permets, Gwenaëlle, je pense que dans les plus emblématiques, il y a à la fois cette intervention nouvelle des collectivités sur la santé, avec la possibilité d'investissement sur les CHU et les CH. Je pense que ça, et l'entrée au conseil d'administration des ARS, là, on voit un nouveau champ s'ouvrir de décentralisation. Et effectivement, on pourra peut-être en parler plus tard, il y a cette intégration de la pérennisation des obligations de l'article 55 de la loi SRU. Et voilà, on a une modernisation ou en tout cas une volonté d'apaisement ça se débat sur le logement social. Peut-être, merci beaucoup Clément. Moi, je vous aurais bien fait rebondir sur ces deux dimensions qui sont deux dimensions extrêmement fortes de la loi. Marie-Christine, Gilles, sur ces deux aspects qui sont l'assouplissement très large de la loi SRU avec finalement pas d'objectif temporel annoncé. On assouplit en disant le taquet n'est plus en 2025, mais on ne dit pas quand est le taquet, si ce n'est qu'on annonce que les contrats locaux pourront être prévus sur 9 ans. Ce qui signifie que si on les négocie en 2022 ou en 2023,
on peut considérer que l'objectif sera renvoyé au début de la décennie 2030. Et puis sur ce deuxième sujet, qui est un sujet tout à fait majeur, c'était d'ailleurs le sujet du concours d'attaché territorial cette année, celui de la territorialisation des politiques de santé. Est-ce qu'on est face à une évolution fondamentale du rapport entre l'État et les collectivités locales, ou bien est-ce qu'on est finalement dans des choses qui vous semblent relativement modestes et qui ne représenteraient pas une évolution majeure du cadre d'intervention des collectivités, sur le plan juridique, mais aussi très opérationnel. Je vous aurais bien laissé réagir sur ces deux aspects. Christine, si tu veux. Oui, s'agissant de la santé, hein, il est vrai que le Sénat et les associations d'élus n'ont pas été entendus et l'État n'a pas lâché. Après, la question, et on y reviendra justement tout à l'heure, c'est bien celle de la clé de répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Qu'est-ce qui doit rester dans la sphère étatique? Est-ce que la santé est considérée comme une fonction régalienne de nos jours? Et si c'est le cas, en effet, cela explique que l'État n'ait pas voulu donner plus de compétences qui étaient comme c'était demandé. Après, la question la question qui est soulevée est fondamentale puisqu'on a bien vu avec la pandémie que la proximité était indispensable et d'ailleurs là où il y a un progrès, c'est un retour en force du préfet du département qui permet justement cette proximité. Sur la santé, moi je ne suis pas un spécialiste. Alors, c'est toujours très positif quand on adapte effectivement, quand on est au plus près du terrain pour prendre des décisions, l'essence de la décentralisation. Je trouve qu'il y a quand même deux écueils. Premier écueil, c'est effectivement les élus ne sont pas non plus omnicompétents et c'est bien aussi, et on l'a vu pour la crise de la pandémie, l'expertise c'est important. Le fait aussi d'avoir l'opinion et le point de vue des médecins, c'est important dans le domaine de la santé. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait une dérive que l'on peut constater un peu aussi au niveau de la direction de l'hôpital, où effectivement, c'est une gestion administrative. Ce n'est pas que de l'administration de la santé, donc c'est un premier écueil. Deuxième écueil, quand effectivement les collectivités s'impliquent dans de nouvelles politiques publiques, ou davantage dans des politiques publiques, c'est des coûts supplémentaires. Et très vite, ça peut être aussi un obstacle. Hein. En fait, c'est la participation, toujours la participation. Et on le voit quand on veut notamment développer les politiques sur le territoire, lorsqu'il manque des services publics, lorsqu'il y a un déficit de services publics, quelles sont les collectivités qui sont concernées? Les plus modestes, et ce sont celles qui ont le moins de moyens. Donc, ça pose vraiment un souci lorsqu'on attribue de nouvelles compétences sans qu'il y ait nécessairement les moyens derrière. Sur la santé, avec un vrai débat, hein, de la même manière que sur l'éducation qu'on citait tout à l'heure. Est-ce que les élus locaux, mais peut-être est-ce que tous les deux qui êtes ou avaient été élus locaux avaient un regard là-dessus? Est-ce que réellement les élus locaux sont preneurs d'une décentralisation plus forte en matière de santé ou en matière d'éducation? C'est quelque chose qui fait réellement débat. Est-ce que la loi réellement ouvre le débat ou est-ce qu'elle vient apporter des semi-réponses? C'est une question. Peut-être que ça nous amène d'ailleurs sur la deuxième question que je voulais vous poser ce matin, qui est celle justement qui a servi de titre à notre table ronde. Est-ce que finalement, derrière cette loi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un ensemble de mesures, certes très opérationnelles, Clément le disait tout à fait justement à l'instant, qui ont vocation à résoudre un certain nombre de problématiques que les élus, les fonctionnaires ont remonté sur le territoire et sur lesquels la loi apporte des réponses, peut-être pas toutes les réponses, peut-être pas toutes les réponses qu'on souhaitait, mais apporte un certain nombre de réponses, ou bien est-ce qu'on est sur ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, c'est-à-dire une révision complète du modèle de décentralisation à la française. Rappelons-nous qu'on a beaucoup critiqué les actes de décentralisation de François Hollande, des gouvernements de la présidence de Hollande, en mettant en cause
le fait qu'elles étaient très orientées sur la gouvernance multiniveau, sur des approches peut-être un peu techniques de la décentralisation et qu'elles oubliaient le volet de la démocratie locale, qui est pourtant l'élément essentiel de cette revitalisation démocratique qui est attendue en matière de décentralisation. Et donc, est-ce que là, on y trouve réellement les ingrédients du grand pacte girondin qui avait été annoncé, ou bien finalement, est-ce qu'on est dans un certain nombre d'ajustements qui permettent de venir consolider l'approche jacobine qui prévaut en France de longue date? Clément, peut-être un premier élément de réponse à cette question? Oui, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a un pas entre le discours de Quimper du président de la République et cette loi assez technique portant diverses mesures liées à la décentralisation. On peut difficilement parler d'actes. C'est vrai que, en revanche, on pouvait lire ce matin un article sur Emmanuel Macron face à l'exercice du pouvoir en tant que gestionnaire. Je pense qu'il y a aussi, au-delà d'un pacte girondin et des discours qu'on peut faire, il y a quelque chose autour un esprit de mode projet qui a été impulsé aussi dans cette loi, avec de la souplesse pour le permettre. Projet d'aménagement, et qu'on retrouve aussi dans les programmes d'accompagnement des collectivités, territoires d'industrie par exemple. Donc là, l'idée, c'est peut-être ça, l'esprit qui a plus qu'un grand bouleversement des pouvoirs locaux. En revanche, c'est vrai que cette souplesse, cette levée des irritants en mode projet, ça peut être intéressant. En tout cas, à la ATF, on appelle à des transferts plus francs, avec une décentralisation plus approfondie. C'est vrai que là, on reste au milieu du gué, que ce soit sur les gestionnaires des collèges et des lycées, sur la médecine préventive et même sur les routes nationales. On est encore sur des possibilités et cet à la carte, il va plus ajouter de la confusion qu'une vraie clarification de la décentralisation. Merci Clément. Si je peux me permettre de compléter la question, puisque tu évoquais les travaux de la ATF et on a parlé du rôle du préfet tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui était très attendu par l'association des administrateurs, que de repositionner le rôle du préfet, notamment dans sa fonction de coordination, d'animateur de l'écosystème départemental. Est-ce que cette loi répond à cette attente exprimée par la ATF dans le cadre de son rétex ou pas? Alors, pas exactement. C'est sûr que sur le volet des concentrations, nous, on appelle globalement à la ATF à une confiance dans le local. Au-delà de l'État ou des collectivités, l'important, c'est que on puisse s'assurer que localement, une intelligence soit respectée et que les partenariats se fassent et que ce couple État-collectivité qui a fonctionné aussi pendant la crise puisse être renforcé. Et je ne sais pas si juste déconcentrer ou transférer le pouvoir de décision sur la DSID ou donner un pouvoir supplémentaire sur l'ADEME vient vraiment répondre à cette problématique des préfets englués qu'on avait repérés dans notre retour d'expérience sur la crise, où le temps que les services préfectoraux digèrent l'intégralité des circulaires, les collectivités avaient déjà mis en place les centres de vaccination. Merci Clément. Marie-Christine, Clément évoquait tout à l'heure le besoin de confiance vis-à-vis des territoires. Au regard de cette question de la confiance, ronde technique ou véritable étape dans la décentralisation, cette loi 3D? Je dirais les deux, mon général. Sans plaisanterie, il s'agit d'un état intermédiaire. Avec pragmatisme, cette loi 3DS, en fait, elle offre, à mon sens, un second souffle aux collectivités territoriales. Pour supporter leurs efforts dans la durée, les élus locaux ont obtenu des moyens techniques pour mieux réguler leur action, adapter leur mission aux particularités locales et aux réalités territoriales. Par contre, il est clair que cette loi ne transforme pas fondamentalement la gouvernance territoriale. Ce n'est pas un nouvel acte de la décentralisation. Et sur ce point, c'est un acte manqué par rapport à la volonté initiale du président de la République d'ouvrir un nouvel acte de la décentralisation. Le Sénat et les associations d'élus font le deuil de leurs grandes ambitions. Pour autant, il existe vraiment des avancées
notable qui dépasse le simple round technique. Alors, au-delà de la différenciation territoriale citée tout à l'heure, la recentralisation expérimentale du RSA me semble fondamentale, la pérennisation de la loi SRU, la décentralisation sur la base volontaire, certes, de la moitié du réseau routier national, l'augmentation du poids réglementaire des collectivités territoriales. Et là, je rejoins Gilles sur ce qu'il disait tout à l'heure. Je n'oublie pas aussi effectivement l'évaluation des politiques publiques et des projets d'investissement structurants qui vont permettre aux départements, aux régions, mais aussi aux métropoles de profiter de l'expertise des chambres régionales des comptes. Donc, je dirais que c'est entre les deux. Gilles, point de vue partagé? Oui, sûrement avec un petit peu moins d'enthousiasme, puisque avec cette législation, on se retrouve, tu parlais de l'œuvre du législateur là, pendant ce mandat, Gwenaëlle, on est pratiquement toutes les lois, les grandes lois de cette législature, ce sont des lois effectivement qui affirment quelquefois de grandes idées et on retrouve un catalogue de mesures très hétéroclite. Mais on change plein de choses en fait. On a le même phénomène avec la révision de la LOLF, où sans changer fondamentalement, on va changer plein de choses aussi. Donc on change sans changer, c'est un peu étrange. Moi, je trouve que on est vraiment dans un round technique là, pour le coup, si on doit faire le partage entre les deux. Je pense pas que ce soit une véritable nouvelle étape. Sinon, la vraie nouvelle étape, c'était effectivement la différenciation. Or, on n'a pas de différenciation. On a un renforcement de l'expérimentation et un assouplissement de l'expérimentation qui n'a pas rencontré le succès espéré. Et moi, j'ai un peu on pourra peut-être y revenir, mais moi, j'ai des doutes et des réserves sur la mise en œuvre de ces souplesses et de ces sortes de mécanos des compétences. Et on fait toujours pas de toute façon confiance au niveau local. Je suis pas convaincu. Alors déjà, on a toujours cette flou de compétences État-collectivité, mais rajouter ce flou de compétences au sein même des collectivités ou entre les communes et l'intercommunauté, les règles vont pas être les mêmes d'une collectivité à l'autre. Déjà, une question de base. On a tous été dans des associations, on a tous discuté avec des membres de notre famille et on rectifie tout le temps. On dit non, mais c'est pas le département qui est compétent pour telle affaire. Non, c'est plus la commune, c'est l'intercommunalité. Si en plus on commence à avoir de la variété partout, le qui fait quoi? Alors on peut toujours dire dites-le nous une fois, le guichet unique, etc. Ça va devenir, je crains que ça devienne inextricable. On peut certainement faire face à ça, mais moi c'est une préoccupation que j'ai par rapport à cette législation. Après, son avantage, c'est qu'effectivement, elle rectifie plein d'éléments qui ne vont pas. Et c'est aussi le fruit, alors pas d'un lobbying, de fruit de consultation. Effectivement, on va agglomérer toutes les demandes. Un élu, un administrateur territorial a été confronté à un moment donné à un problème. On voit que ce problème, il apparaît aussi dans plusieurs collectivités. On va changer la loi sur ce point précis. D'accord, là, effectivement, on a une avancée. Mais globalement, sur la décentralisation, je ne sais pas si la direction est la bonne. Gilles nous offre une excellente transition vers la question que j'avais prévu de vous poser juste après, qui est celle de revenir sur celui de ces 4 mots d'ordre, qui est peut-être le plus radical dans sa manière de percevoir la décentralisation, qui est celui de la différenciation. Et je ne résiste pas au plaisir de vous relire le nouvel article L1111-3-1 du CGCT, qui va rentrer dans tous les bons manuels de droit des collectivités locales, Gilles, Marie-Christine, dans le respect, chaque mot compte, dans le respect du principe d'égalité. Les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités peuvent, non pas doivent, peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.
Cet article est un petit bonheur pour les magistrats administratifs qui vont avoir à poser de la jurisprudence sur le sujet, ou bien pour les rédacteurs du décret et des arrêtés qui viendront mettre en œuvre cet article. Dans le respect du principe d'égalité, qui est là réaffirmé, on autorise une différenciation, mais on limite cette différenciation à des situations objectives, ce qui nécessitera du coup de faire apparaître les éléments subjectifs de cette objectivité, et on dit qu'il faut que cette différenciation reste proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi. Comment est-ce qu'on interprète tout ça avec un regard de juriste, Marie-Christine, Gilles? Alors, en fait, c'est tout simplement une application des jurisprudences constitutionnelles et administratives du principe d'égalité. De manière générale, alors là, ça va être appliqué au niveau territorial, mais le principe d'égalité interprété par les juges, c'est à situation identique, un traitement identique doit être mis en œuvre par le Parlement. En revanche, à situation différente, un traitement différent peut être mis en œuvre par le Parlement. Ce n'est qu'une faculté. Et pour répondre à la question, ce n'est pas un grand soir, bien évidemment, la différenciation territoriale. Par contre, ça va augurer de bonnes soirées, je dirais, en perspective, puisque pour célébrer ce 40e anniversaire de la décentralisation, n'oublions pas, on va fêter les 40 ans de la loi du 2 mars 1982, l'État offre aux collectivités territoriales l'espoir, ce n'est pas une garantie, elles n'ont pas un droit à la différenciation, l'espoir d'une différenciation, des règles applicables à la fois à l'attribution et à l'exercice de leurs compétences. Alors, la loi 3DS, elle ne provoquera pas une révolution en la matière, c'est très clair. Par contre, il y aura des possibilités intéressantes. Les régions et les départements vont pouvoir proposer des évolutions législatives pour adapter le droit à leurs besoins. Ces propositions feront l'objet d'un suivi précis et d'un rapport annuel. Et alors, ce qui est intéressant, et ça a été mis en avant tout à l'heure par Gilles, c'est que la différenciation des transferts de compétences, elle va surtout se déployer dans les intercommunalités. Et ça, c'est avec la volonté du Sénat. Par exemple, les intercommunalités vont pouvoir exercer des compétences facultatives de manière différenciée selon les communes. Notamment, on peut penser à la question scolaire. Les intercommunalités vont pouvoir également déléguer des compétences facultatives aux départements et aux régions. Donc, en effet, il va y avoir de la diversité. Alors, c'est vrai qu'en France, on a une conception de l'État unitaire qui, jusqu'à présent, interdisait ces conceptions. En réalité, il ne faut pas confondre l'unité et l'uniformité. Et la capacité d'adaptation, elle est demandée par les élus locaux, elle est nécessaire pour être réactif. On l'a bien vu avec la pandémie de la Covid-19. Donc moi, je suis assez favorable à cette capacité d'adaptation qu'avaient en réalité autrefois toutes les collectivités territoriales par le jeu de la clause de compétence générale. C'est juste qu'on change les règles. Donc, moi, je suis assez favorable à cette mise en œuvre de la différenciation territoriale. Gilles, tu veux réagir, compléter? Oui. Il y a au moins un mensonge dans le nom de la loi 3DS, c'est le S. Ah, le S de simplification. Moi, je n'ai pas vu de simplification. Je vois une sorte de mur de complexité qui se dresse devant nous. Et ce qu'on peut regretter aussi, alors moi je ne veux pas revenir sur on a des points de vue différents. Je crois que dans la gestion quotidienne d'une collectivité territoriale, c'est déjà très compliqué d'exercer les compétences qui sont dévolues. Donc, moi je n'étais pas dans une grande collectivité, mais on n'a pas forcément envie d'aller sur des compétences autres. Même si l'on veut, lorsque par exemple on est dans une collectivité qui est elle-même dans une grande intercommunalité, on veut être associé. Ça, c'est normal d'être associé à la décision. Mais de là à répartir des petits bouts de compétences au-dessus ou en dessous, là, je ne sais pas si on peut faire ça. Et il y a un autre élément qui me gêne beaucoup aussi par rapport à la décentralisation. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire que à un moment donné, aujourd'hui, et on parlait tout à l'heure du rôle du préfet, il faut faire confiance aux collectivités pour le coup.
C'est-à-dire que quand Gwenaëlle a relu l'article concernant la différenciation, à partir du moment où on attribue une compétence, on laisse le niveau qui exerce cette compétence, on le laisse agir. Et ça, c'est tout notre drame. Mais on voit le même phénomène, alors, je ne sais pas si Marie-Christine serait d'accord, mais on voit le même phénomène pour l'université. Vous êtes autonome, mais vous avez énormément de contraintes, énormément de règles qui vont au plan national. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et moi, je suis plus partisan d'une clarification de compétences. Peut-être, on parlait du RSA, peut-être pas forcément que les collectivités exercent l'intégralité des compétences territoriales qui peuvent être exercées par l'État, mais franchement, à partir du moment où on donne une compétence, qu'on laisse le niveau compétent exercer cette compétence, parce que sinon, tout de suite, on a énormément de complexité et finalement, c'est une illusion de décentralisation. Et sur plein de domaines, c'est le cas. Je partage ce point de vue. Merci Gilles, je ne sais pas si c'est enthousiasmant, mais en tout cas, c'est un regard très intéressant sur les choses. D'ailleurs, tu y faisais référence dans nos échanges préparatoires, le modèle de différenciation peut-être qui peut servir de repère dans la gestion de la crise, c'est le modèle allemand, dont on voit qu'il a eu à la fois un intérêt extrêmement fort dans l'obligation qui a été celui du gouvernement de dialoguer en permanence avec les Länder sur les méthodes de gestion de la crise, mais dont on voit aussi qu'il a été l'occasion que des règles hétérogènes soient appliquées sur le territoire, parfois au regard de situations qui étaient différentes, mais aussi parfois au regard de choses peut-être moins compréhensibles pour le grand public. Je te vois circonspect, Gilles. C'est-à-dire, quand on évoque le modèle allemand, il faut savoir si c'est uniquement si c'est par rapport à tous les pouvoirs locaux ou uniquement les relations entre l'État central et les Länder, qui sont extrêmement complexes quand même. Hein. C'est-à-dire que même en période normale, la répartition des compétences en Allemagne, elle est très compliquée et concrètement, c'est difficile aussi d'appliquer certaines compétences. Donc, c'est pas parce qu'on a un partage ou plus de pouvoir au plan local que c'est forcément plus simple. Ok, merci de ce complément. Clément, tu veux réagir? Oui, alors peut-être sur cette question de la différenciation, il y a deux dimensions à la différenciation. Il y a une dimension de niveau de collectivité, et là on l'a abordé avec cette potentielle complexité. Alors là, il s'agit vraiment d'approfondissement de la différenciation, parce qu'elle existe quand même déjà très largement. Il y a beaucoup de PCI qui ont des compétences un peu à la carte en fonction des compétences optionnelles, donc ça c'était déjà le cas. Et avec un sujet, je pense, qui est important d'évoquer aussi, c'est la question de la redevabilité auprès des citoyens. Quel niveau de collectivité est responsable de quoi, et du coup, dans les urnes, qui est-ce qu'on éventuellement sanctionne pour telle ou telle gestion. Et alors, il y a une deuxième dimension importante, c'est celle de l'exercice des compétences. Et c'est cette différenciation-là qui nous, probablement à l'ATF, nous semble la plus intéressante, les collectivités pouvant être des laboratoires de l'action publique. Et cette différenciation, elle peut s'envisager dans le cadre aussi d'une chaîne un peu plus globale qui a été ouverte par la loi organique sur les expérimentations, donc en permettant de les simplifier. C'est-à-dire qu'en partant d'expérimentations maintenant qui ne seront plus binaires, c'est-à-dire on arrête ou on continue pour tout le monde, on ouvre du coup cette possibilité d'expérimenter des exercices différents des compétences et de pouvoir innover. Et la brique qui manque, du coup, ce sera probablement celle de la capitalisation. Comment est-ce qu'on s'assure que l'Observatoire de la gestion publique locale ou d'autres structures puissent faire connaître ces expérimentations? Elles se passent dans les réseaux professionnels et dans les réseaux, bien sûr, d'élus, mais il sera intéressant de pouvoir montrer qu'on a pu mettre en place des choses intéressantes et les faire connaître dans ce cadre-là, parce que la balle est dans le camp des collectivités maintenant sur cette question de la différenciation. Merci Clément. Peut-être dernière question, parce que je sais que ensuite le jeu des questions-réponses avec notre auditoire va être dense et passionnant. Toute dernière question qui tient en deux mots. Et maintenant, comment vous voyez la suite une fois que cette loi a été adoptée?
Silence général. Gilles, vas-y. Oui, la suite, à mon avis, il faut s'atteler vraiment à la simplification du droit des collectivités territoriales. L'empilement de textes produit un code général des collectivités qui devient extrêmement complexe. Sur le fonctionnement quotidien, il y a plein de choses qu'on peut modifier, ne serait-ce que le fonctionnement des conseils, unifier les règles, etc. Donc là, on a un gros boulot à faire. La partie articles 1000 et suivants, elle peut être largement abondée, à mon avis. Deuxième point, c'est la démocratie. On n'a pratiquement rien fait en démocratie locale depuis 1992. Et la loi ATER. Et aujourd'hui, on voit que certaines collectivités ont de nouvelles pratiques, essaient d'impliquer davantage les habitants. Aujourd'hui, et c'est toute la question aussi gilet jaune, c'est-à-dire qu'on a ce décalage entre la population et les habitants. Comment réintéresser les habitants à l'action locale, leur montrer que finalement, ils ont voix au chapitre et non pas uniquement au moment de l'élection. C'est un vrai défi. Et toutes les mesures qui ont pu être adoptées auparavant, qui étaient très intéressantes, ne serait-ce que le référendum sur les délibérations, mais qui n'a pas été opérant, qui n'a pas fonctionné. Donc ça, il y a un gros travail à faire ici. Et troisième point, et c'est dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux chambres des comptes, chambres territoriales des comptes, c'est par rapport aux services de l'État. À mon avis, il faut que les services de l'État, y compris les juridictions financières, juridictions administratives, soient un peu moins contrôleurs et davantage accompagnateurs. Donc, un système davantage à l'anglo-saxonne où, voilà, j'ai un projet, j'ai un doute juridique, je peux accéder facilement à l'expertise juridique, elle est au sein des tribunaux administratifs, je peux accéder à l'expertise financière qui ne soit pas celle des banques, je peux accéder aux chambres régionales territoriales des comptes. Ça me semble une piste intéressante pour l'avenir. Marie-Christine. Oui, et maintenant Clément. Allez-y, Marie-Christine et Clément ensuite. Merci. Oui, je partage l'analyse de Gilles. S'agissant de la démocratie locale, il y a énormément effectivement d'apports à réaliser, de réformes, à la fois pour que la démocratie locale soit une réalité au niveau de la démocratie directe, mais également dans l'amélioration de la démocratie représentative. À ce niveau-là, il y a énormément de travail à réaliser parce qu'il y a un décalage incroyable entre ce qui est prévu par les règles et la façon dont celles-ci sont appliquées en local. Donc là, il y a énormément de travail et je pense qu'effectivement, un souffle nouveau devra à l'avenir intervenir sur cette démocratie locale pour que ça devienne une réalité. Ensuite, je suis d'accord aussi avec Gilles sur la nécessité de faire en sorte que les élus locaux puissent s'appuyer sur l'expertise, notamment des chambres régionales des comptes et notamment en amont, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'élus locaux sont perdus face à la complexité, à la multiplicité des règles juridiques. Et la difficulté également, c'est que dorénavant, il y a beaucoup de trous dans la raquette du contrôle de légalité. Donc là, je pense qu'il y a aussi à ce niveau-là énormément de travail à réaliser. Et je crois, et j'en terminerai par là, sur l'idée qu'il faudra revenir à nouveau sur la décentralisation, sur la déconcentration. Il faudrait constitutionnaliser, donc graver dans le marbre de notre constitution, une clé de répartition qui soit claire entre ce qui relève de l'État et ce qui relève des collectivités territoriales. Et je pense que plutôt que d'insister sur ce principe de l'interdiction de la tutelle, il faudrait définir de manière plus précise et remplacer cette interdiction de la tutelle par le principe de subsidiarité. Donc clairement, vous nous appelez les uns et les autres à dépasser ce modèle du tout change pour que rien ne change. Concrètement, pour reprendre l'expression de modèle lampédousien dont je sais que notre ami Romain Pasquier est friand. Clément, de ton côté, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, et maintenant, il y a probablement deux axes qui peuvent être intéressants de notre point de vue. Il y a effectivement le 4e D qui a manqué dans cette loi, et beaucoup l'ont dit, c'était celui de la démocratie. Et il y a des propositions concrètes qui peuvent être faites pour pouvoir renforcer inverser la défiance et le désengagement citoyen, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Il faut aussi bien se rappeler les taux de participation aux élections locales.
et la défiance dans les pouvoirs publics en général, excepté peut-être le maire et encore. Là, on a vraiment un travail à mener. Au sein de l'AATF, on a fait la proposition de mettre en place des audits citoyens, par exemple, que des citoyens puissent venir d'eux-mêmes voir comment fonctionne une grande collectivité avec les moyens nécessaires, par exemple avec l'accompagnement des services ou pourquoi pas d'une CRC. Et la deuxième orientation importante, c'est évidemment celle des niveaux d'ambition des politiques dans cette loi. Il faut que l'État et globalement la puissance publique puissent bien se reposer et faire confiance dans les collectivités comme acteurs du changement et des transitions à venir. C'est vrai que là, quand on lit par exemple la réussite de la transition écologique dans les territoires, on est sur quelques petites mesures qui sont assez anecdotiques par rapport à ce qui est devant nous en termes de défis. Bien sûr, la loi climat résilience est passée avant, mais on a des gros sujets sur le logement, sur la désertification médicale. Il faut absolument qu'on puisse renforcer les pouvoirs des collectivités sur ces enjeux-là. Et donc, on aura encore des beaux actes de décentralisation devant nous sur ces sujets. Bon, merci Clément de ce signe d'optimisme qui est le tien. Merci à tous les trois de ces échanges. Il nous reste une petite dizaine de minutes et Laurence, je voudrais vous proposer de faire le bas vallon, comme on dit chez moi en Bretagne, l'intermédiaire pour nous faire part des réactions, des questions, des remarques peut-être des participants nombreux et participantes qui nous ont écoutés et qui peut-être veulent réagir, peut-être en étant d'accord, pas d'accord. C'est vous qui êtes leur porte-parole aujourd'hui. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Encore merci à tous les quatre pour ces éclairages très, très intéressants et très enrichissants. On a effectivement beaucoup de questions. Alors, une première question, est-ce qu'il y a, autour de la loi 3DS, des décrets d'application qui sont en attente ou est-ce que l'ensemble de la loi est applicable tout de suite? Alors, nos amis juristes, c'est à vous que cette question s'adresse. Marie-Christine. Oui, il y a des décrets qui vont devoir intervenir et ils sont annoncés normalement avant les présidentielles, donc avant le mois de mai 2022, ils devraient être édictés, promulgués. Très bien. On a eu Mais pas mal peut-être juste pour compléter, effectivement, oui. Quand on est dans un texte de loi aussi général, le diable se cache dans le détail. Et donc, on le sait, l'analyse précise des décrets offrira des pistes de réponse supplémentaires aux indices que nous avons dans la loi. Il faudra être tout à fait vigilant et tout à fait attentif pour comprendre quel est l'ensemble de ce socle nouveau qui est en train de se construire. On le disait tout à l'heure, un article tel que celui sur la différenciation appelle bien entendu des décrets d'application et puis sans doute aussi tout un tas de sujets d'interprétation, à la fois doctrinaux, mais peut-être aussi jurisprudentiels, qui viendront éclairer ce qui change ou ce qui ne change pas. Et à l'heure où l'on parle, la loi est publiée au journal officiel? Hier, je ne l'avais pas trouvée. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de regarder ce matin, mais hier, elle n'était pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas vue publiée. Vous l'avez vue, vous, au journal officiel? Non, pas encore. C'est pas tout à fait ma lecture de tous les matins, mais effectivement, elle est encore en cours de promulgation. À ma connaissance, à ce stade, il n'y a pas eu de saisine du Conseil constitutionnel. Et le texte issu de la commission mixte paritaire, qui a fait l'objet d'une adoption, semble faire consensus entre tous les parlementaires. Mais donc, effectivement, on est, me semble-t-il, encore dans le délai de promulgation de la loi. Non. En même temps, les mesures qui sont contenues dans cette loi appellent à être mises en œuvre rapidement. J'allais dire, on n'est pas sur des mesures d'urgence. Donc, on est dans la temporalité normale de ce qu'est la publication, la promulgation d'une loi. Et encore une fois, je le disais, autant le débat sur la loi 4D puis la loi 3DS a été un débat de longue durée au cours de la mandature, autant le temps législatif proprement dit, moi c'est presque un élément qui m'a surpris reprenant le fil de l'histoire. Le processus législatif lui-même a été relativement rapide puisque ce texte a été déposé deuxième quinzaine de mai au Parlement. Donc finalement, il aura fallu quelques mois simplement pour aller à son adoption, avec cette date couperet effectivement qui aurait pu
être une vraie difficulté. Hein. C'est-à-dire que les uns et les autres, je crois jusqu'au moment de la parution du texte du CMP, on a fait comme saint Thomas. On attendait de voir le texte pour pouvoir y croire. Et alors justement, il y a plusieurs personnes qui font cette réflexion. N'est-il pas dangereux de constitutionnaliser la répartition des compétences? Et du coup, quid de l'avenir? Gilles, peut-être? Marie-Christine? Alors, proposition de Marie-Christine, moi, je n'aime pas trop figer les choses dans la Constitution. Alors, en fait, ce dont j'ai parlé, c'est de constitutionnaliser la clé de répartition, pas de lister toutes les compétences. Par ailleurs, quand on constitutionnalise ou qu'on inscrit même dans un autre véhicule, qu'il soit législatif ou de loi organique, on peut déterminer une compétence d'attribution. Cette compétence peut alors être fixée avec une liste exhaustive ou pas, ou au contraire, on peut donner une compétence générale en citant des thématiques. Donc moi, ce dont je parlais, c'est une clé de répartition, pas forcément de lister des compétences qui pourraient être rigides, même si il n'y a jamais de rigidité en droit, puisque on peut toujours modifier un texte en utilisant bien sûr le même procédé. Alors c'est vrai que la révision constitutionnelle est plus compliquée d'un point de vue politique et juridique, mais elle est tout à fait envisageable. Clément, sur cette question aussi, et peut-être au-delà de la stricte constitutionnalisation, ce qui est apparu dans le retexte de la ATF, c'est aussi le fait que cette forme nouvelle qui incite à la coopération, qui est celle du chef de fila, apparue au cours des lois NOTRe et MAPAM, semblait, dans une certaine mesure, par exemple en matière de développement économique, s'imposer et être quelque chose aujourd'hui relativement consensuel entre les collectivités. Quel est ton regard et le regard de la ATF sur cette question? Alors oui, alors peut-être déjà en préalable dire que la ATF n'est pas une association qui vise le fédéralisme, donc la France est une république indivisible dont l'organisation est décentralisée, ça nous convient bien. C'est sur le sujet du coup de l'organisation des pouvoirs, effectivement, les blocs de compétences sont aujourd'hui assez établis et connus. Il y a des expertises derrière aussi qui viennent les asseoir. Et ça, c'était cette question de l'expertise technique et de la légitimité à pouvoir opérer les compétences est évidemment essentiel. Ce qui pourra probablement être travaillé dans les lois prochaines, c'est la question déjà d'un transfert plus approfondi de compétences pour que justement les chefs de file le deviennent complètement et que les résidus de compétences qui peuvent être au sein des services de l'État puissent être complètement décentralisés. On a encore des exemples très intéressants ne serait-ce que sur l'habitat, par exemple. Et enfin, sur cette question du coup des équilibres de chefs de file, on a vu parfois des chefs de file ne pas vraiment prendre le lead. Donc, il pourra être intéressant dans certaines conditions d'urgence ou de carence de pouvoir imaginer un principe de subsidiarité. Et c'est ce que la ATF a proposé, que on ne puisse pas reprocher à une collectivité de prendre la main lorsqu'un service est délaissé et qu'on procède comme en cas de carence d'initiative privée. Laurence, est-ce qu'on a une dernière question? Oui, de la salle on a avant beaucoup de d'aller questions, vers malheureusement, on ne la pourra fin peut-être pas répondre à tout, mais on a pas mal de questions par rapport à l'échéance du mandat 2020-2026. Et par rapport à ça, il y a deux questions qui ressortent. Est-ce que l'obligation du passage du PLU en PLUI pourrait être remise en cause? Première question. Et avec cette loi, que devient le transfert obligatoire aux communautés de communes de la compétence eau et assainissement, toujours à cette échéance 2026? Alors, qui a les éléments de réponse? Clément, Marie-Christine, peut-être? Clément? Alors, il n'y a pas de mesures qui remettent en cause le mouvement d'intercommunalisation des PLU. Il y a juste une mesure dans la loi qui prévoit des dérogations d'urbanisme dans le cas d'opérations de revitalisation territoriale pour pouvoir aller vers plus de densité ou de diversité. Et c'est pas forcément la loi 3DS qui vient, à mon sens, détricoter le travail intercommunal. Ça a été un peu l'accusation faite sur la loi engagement proximité. C'est probablement un peu un sujet de flux et de reflux du pouvoir intercommunal en France. On vient
le repositionner à un niveau où les maires peuvent l'accepter aussi, ce qui peut évidemment s'entendre dans les gouvernances de très grandes intercommunalités. Toutes les intercommunalités ne sont pas Brest Métropole très intégrées autour de 8 ou 9 communes, je ne sais plus où sur l'eau et l'assainissement, écoutez, là, je ne saurais pas répondre à la question. Je veux bien apporter des éléments s'agissant de l'eau et l'assainissement. Alors, le transfert, il va devoir être réalisé au plus tard le 1er janvier 2026. Et ce qui est intéressant avec cette loi 3DS, c'est qu'elle permet d'avoir des mesures pour accompagner ce transfert qui peut être problématique. Par exemple, il va être possible pour l'intercommunalité, si elle a la fiscalité propre, de déléguer la compétence à une commune ou un syndicat inclus dans son périmètre. Donc, on va avoir des retours de syndicats infra-intercommunalité. Également, il va être possible pour les budgets eau et assainissement d'être subventionnés par le budget général de l'intercommunalité. Si des investissements sont nécessaires et qui conduiraient à une hausse excessive des prix. Donc, voilà, la loi prévoit des mesures très techniques et donc je vous renvoie sur le contenu plus précis. Mais voilà, la loi 3DS apporte des aménagements intéressants. Alors, vous parlez de budget et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de réflexions ou de questions autour de la finance. La dernière question de Gwenaëlle était « Et maintenant ?» Et maintenant, un nouveau pacte financier. On trouve que c'est une loi très pudique sur la question des ressources des collectivités pour porter leurs compétences et que le principe de différenciation dont vous avez beaucoup parlé se fera surtout sur une différenciation financière. Qu'en pensez-vous? Vraie question, d'autant plus que on rentre dans une campagne électorale nationale dont on sait que l'un des enjeux pour le président et les parlementaires qui seront élus sera de tenir compte du quoi qu'il en coûte et de ses effets, et que cette question finalement est très très peu abordée dans les discussions de campagne. Alors, quelles conséquences pour les collectivités locales? Alors après, si je peux me permettre, s'agissant de l'aspect financier, surtout réforme fiscale, c'est logique aussi que nous ne trouvions pas forcément les éléments dans ce texte. Nous les retrouverons dans les textes financiers. Maintenant, effectivement, une grande réforme est attendue depuis longtemps. Enfin, moi, j'aspire à ce qu'il y ait une mise à plat de la fiscalité locale pour permettre, en effet, aux collectivités territoriales d'avoir vraiment les moyens d'assumer leurs compétences. On ne peut pas sans cesse leur demander de gérer de nouvelles responsabilités si les collectivités n'ont pas les moyens de les assumer. Donc, une réforme, effectivement, devra intervenir. Là, bien évidemment, ça ne va pas pouvoir avoir lieu vu les échéances présidentielles, mais lors du prochain mandat présidentiel, et ça sera certainement un des grands défis de la nouvelle mandature, ça sera de résoudre les questions financières, les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Peut-être une autre réaction? Oui, si vous permettez, alors très rapidement, donc la loi 3DS, elle rappelle très rapidement le principe de neutralité budgétaire qui est constitutionnel, donc des transferts. Donc ça va mieux en l'écrivant, mais ça aurait été ça aurait été un grief auprès du Conseil constitutionnel si ça n'avait pas été précisé. Mais globalement, sur les équilibres financiers et fiscaux, surtout, l'ATF est en train de travailler sur sa plateforme de proposition pour les présidentielles et qui va être publiée prochainement. Et on défend depuis de longues années la question d'une fiscalité plus robuste pour les collectivités, une fiscalité qui dépend probablement moins de la conjoncture et qui soit plus résistante, qui permette par un panier, je ne rentre pas dans les détails, mais un panier de recettes, de fiscalité de flux et de stock, de stabiliser à long terme ces besoins, parce qu'on le voit par exemple sur la santé, je le disais au début, que cette arrivée des collectivités dans l'investissement sur les CHU, ça crée une forme de clause générale d'investissement des collectivités,
et il faudra bien pouvoir les financer pour les collectivités qui auront ce volontarisme. Oui. Juste pour rebondir sur ce sujet, la Cour des comptes a récemment recommandé d'articuler justement les contributions à la relance au redressement des finances publiques. Et la question qui va peser aussi sur les collectivités territoriales, c'est bien sûr celle-ci, puisque le quoi qu'il en coûte qui a été mené durant la campagne, et de manière bien sûr louable et légitime, vu la nécessité de le faire, c'est qu'il va bien falloir à un moment donné trouver des solutions pour résorber notre endettement qui est chronique. De vraies questions qui sont effectivement devant nous. 1 heure, c'est toujours trop court pour aborder tous ces éléments, mais un grand merci à vous trois pour ces propos engagés et à la fois précis dans les réponses que vous avez apportées à nos questions. On ira bien entendu lire avec beaucoup d'intérêt les propositions de la ATF que tu as évoquées, Clément, lire les travaux du Graal, qui est très actif sur ces sujets, et puis bien entendu participer à l'ensemble des propositions qui sont faites, Gilles, par la chaire Territoire et mutation de l'action publique de Sciences Po Rennes. Voilà plein d'opportunités pour pouvoir poursuivre le débat. J'espère en tout cas que vous avez trouvé, et je m'adresse aux participants et participantes, peut-être pas la totalité de la compréhension de cette loi, mais en tout cas un premier décryptage, et on aura plaisir à continuer ces échanges dans d'autres cadres. Un grand merci également à la Gazette des communes pour l'organisation de ce webinaire. Et Laurence, à vous les studios. Eh bien, c'est moi qui vous remercie encore 1000 fois. C'était très, très intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de choses. Ça va évoluer, mais voilà, c'était vraiment un bon timing pour pouvoir parler de tout ça. Et merci. Et puis, je vous enverrai les questions auxquelles des réponses n'ont pas pu être apportées dans le temps imparti, et je vous laisserai bien évidemment la possibilité d'y répondre si vous le souhaitez. Et puis, je vous donne rendez-vous, moi, le 14 mars prochain pour un nouveau webinaire La Gazette des communes. Ça sera sur la zéro artificialisation nette, avec un décryptage juridique, donc le 14 mars prochain. Merci à tous, très bon appétit, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt.